Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Entre deux news spéciale présidentielle sur Reflet TV, votre émission consacrée aux 2 semaines de campagne dans laquelle nous recevons chaque soir des représentants des candidats ou des candidats à la présidentielle pour présenter leur vision de la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Ce soir, nous parlons d'un thème essentiel. Il s'agit bien sûr de la gouvernance, quelle conception du pouvoir pour les 5 prochaines années, comment gérer l'État et renforcer nos institutions, aussi garantir la transparence dans la gestion publique. Pour en débattre ce soir, pour en parler ce soir, Dr Rika Justin Kouadja, il est membre de l'équipe de campagne de Simone Eivé Gbagbo, la candidate du MGC. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, nous tenons à rappeler également que nous avons envoyé cette même invitation à tous les candidats, à défaut de se faire représenter sur ce plateau. Seul le MGC aujourd'hui a répondu à notre invitation. Face à vous ce soir, 2 consultants, Dr Daouda Ouattara, il est analyste politique. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Sidik. Et puis, Aoumanguel Akba, analyste sociopolitique. Bonsoir. Bonsoir, Sidik. Alors, place maintenant à notre sujet du jour. Nous allons d'abord parler de la gouvernance pour les 5 prochaines années. Quelle est la conception du pouvoir et les valeurs de gouvernance que prône votre candidat Simone Eivé Gbagbo pour les 5 prochaines années? Merci pour la question. La candidate Eivé Simone Gbagbo, elle prône pour la transparence dans l'administration. Dans la gestion des affaires de l'État, elle opte pour une gouvernance transparente. Elle opte pour une gouvernance basée sur le mérite, sur les valeurs démocratiques, basée sur l'équité et sur les valeurs cardinales. C'est sur ce thème que nous allons travailler. Également, au niveau de l'administration, il y a plusieurs axes que nous avons développés, notamment au niveau de la lutte contre la corruption. Nous avons mené des enquêtes, nous avons travaillé et nous avons pris des résolutions pour que l'administration ivoirienne soit transparente. Parce qu'elle ne l'est pas. L'administration ivoirienne n'est pas transparente. Bien. Docteur Daouda Ouattara. Alors, docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, estimez-vous qu'à l'état actuel, l'administration soit corrompue? Si oui, comment est-ce que cela est-il arrivé? Je pense que l'administration ivoirienne n'est pas transparente. D'abord, la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960, en août, le 7 août, et l'ivoirisation de l'administration ivoirienne a commencé en 1980. Et pendant cette période, il y a eu également une conjoncture structurelle et économique difficile pour la Côte d'Ivoire, ce qui a notamment débouché sur la mauvaise gestion des biens de l'État, donc la corruption au niveau de l'administration, qui est restée et qui s'est enracinée dans notre administration jusqu'au jour d'aujourd'hui. Après la prise de pouvoir par le gouvernement actuel, en 2012, ils ont pris plusieurs mesures pour lutter contre la corruption. D'abord, par la création de la brigade anticorruption en 2012. Après, ils ont pris décret anticorruption en 2013. En 2014, ils ont créé la haute autorité de la bonne gouvernance. Et également, au-delà de ça, également, il y a eu plusieurs mesures, comme telles que la cellule anti-raquettes, de lutte contre les raquettes. Mais malgré toutes ces décisions, malgré tout cet effort, nous remarquons que la corruption demeure toujours dans notre administration. Le cas le plus récemment dans une conférence, M. Stanislas Zézé a eu à faire savoir que chaque année en Côte d'Ivoire, l'État paie 1400 milliards dans la corruption. Vous voyez, donc c'est grave. À ce niveau-là, il faut véritablement prendre des décisions, prendre des résolutions pour pouvoir trouver des solutions. D'accord. À votre avis, comment est-ce que cela est-il arrivé? Nous pensons que cela est-il arrivé par la non-application des règlements ou bien des décisions prises. Parce que lorsqu'on crée une institution pour lutter contre la corruption, c'est qu'en amont, on a déjà pris des décisions et on veille à les appliquer. Si la corruption perdure jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est tout simplement ce que les décisions prises n'ont pas été appliquées. Bien. D'accord. Pour chuter rapidement, puisque vous estimez qu'il y a corruption actuellement, est-ce que si le MGC arrive au pouvoir au soir du 25 octobre prochain, est-ce qu'il y aura la chasse aux sorcières? Pour ceux qui ont pour le détournement des fonds, bien sûr. La chasse aux sorcières, pour ceux qui ont qui ont fait un détournement, je n'irai pas jusque-là, mais parce que nous n'avons pas de preuves pour dire que c'est à telle personne qui a commis tels actes. L'idéal, c'est d'abord de mener des enquêtes, de faire des audits et par la suite de situer les responsabilités et voir ce qu'on peut envisager.
Mais quand vous dites que vous n'avez pas de preuves, parce que quand j'ai lu le manifeste que vous avez publié pour la campagne, j'ai vu que vous avez relevé un certain nombre de faits, tels que la rénovation de l'université Félix-Houphouët-Boigny. Oui. Voilà. Bon, si vous avez relevé, c'est comme si vous pensez que c'est un cas de facturation ou bien de corruption. Mais il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire... Vous n'en connaissez pas pour le moment. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'on aborde le sujet de la chasse aux sorcières, entre griffes, il y a beaucoup de considérations. Généralement, la plupart du temps, les gens pensent que c'est une lutte des vaincus contre c'est une lutte des vainqueurs contre les vaincus. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas gagné, ou bien, généralement, on voit ça également comme une histoire de vengeance. Je peux considérer cela ainsi. Donc, le terme approprié, c'est ce que je ne considère pas. La chasse aux sorcières, on ne peut pas l'utiliser ainsi, mais plutôt mener des enquêtes et situer les responsabilités. Je pense bien que c'est ce qu'il faut dire. Bien, Gaël Lacroix. Bien, bonsoir. Bonsoir. Monsieur. Alors, nous sommes en train de parler de l'administration. Ça tombe à pic parce qu'on va aller de thème en thème. Okay. Alors, vous dénoncez des choses, la corruption, la malgouvernance. Vous avez dit que certains appareils institutionnels ont été mis en place, donc des initiatives ont été prises par le RHDP pour régler le problème. Sauf que les problèmes demeurent. Est-ce que de façon concrète, de façon pratique, vous pouvez nous expliquer comment vous allez réussir à votre tour à régler ce problème de façon pratique? Quelles sont les décisions phares qui sont les décisions que nous allons prendre dans un premier temps, c'est de renforcer la législation qui existe, renforcer la loi et par la suite prendre un décret présidentiel pour dire que désormais en Côte d'Ivoire, pour un détournement à partir de 50 millions ou une mauvaise gestion des biens de l'État sera considéré comme un crime et non comme une infraction. Parce qu'habituellement en Côte d'Ivoire, quand il y a ce genre de cas, on considère ça beaucoup comme une infraction. Et cela, il demeure. Mais c'est déjà une infraction. Nous allons considérer cela comme crime et traiter comme tel, au même titre qu'un maître. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est-à-dire, désormais en Côte d'Ivoire, lorsque dans une administration, il y a un détournement de fonds, on met les enquêtes, on situe les responsabilités. Si la somme détournée va au-delà de 50 millions, alors ça ne sera plus considéré comme une infraction, mais plutôt comme un meurtre. Est-ce que vous n'allez pas amener les autres à détourner, par exemple, 30 millions plutôt par les 50 non, millions mais si on arrive à dire qu'à partir de 50 millions, ça sera considéré comme un crime, cela voudrait dire que quel que soit le montant, il y aura forcément des conséquences qui vont suivre. Et nous allons veiller à ce que la loi... grave. Oui, nous allons veiller à ce que la loi soit appliquée. Parce que ce qu'il faut retenir, au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, tout le développement de la Côte d'Ivoire est concentré à Abidjan. Mais quand on va à l'intérieur, il y a des endroits où tu arrives, tu vois un établissement. Lorsqu'on te dit que c'est un établissement public, tu te poses des questions. Parce que souvent, même, tu te demandes si c'est drogue ou bien, même, tu te poses des questions. Est-ce que vous voyez, les enseignants qui sont logés dans ces établissements ont des mauvaises conditions de vie, alors que des individus se permettent de jouer avec les biens de l'État. Ce n'est pas possible. Bien. Donc, nous allons prendre des résolutions et veiller à ce qu'elles soient appliquées. Et quelle place pour la participation citoyenne dans votre gouvernance publique? Dans la gouvernance publique, nous pensons que chaque Ivoirien a des connaissances en ses capacités qu'il peut mettre en valeur. Donc, généralement, pour entrer dans l'administration publique, on fait des concours en Côte d'Ivoire. Et au jour d'aujourd'hui, lorsqu'un citoyen ivoirien veut faire un concours, sa première préoccupation, c'est de chercher à avoir des connaissances, comme on a l'habitude de le dire, des réseaux, pour ne pas, au lieu de chercher plutôt à se donner les moyens nécessaires sur le plan intellectuel pour avoir les bases solides pour aller à ce concours, les gens préfèrent plutôt chercher des réseaux. Donc, pour y mettre fin, nous allons digitaliser l'administration, digitaliser les concours en Côte d'Ivoire. Désormais, les citoyens ivoiriens n'ira plus composer et attendre un mois, 2 mois, 3 mois avant de voir les résultats. Mais les résultats, la correction, le traitement de l'évaluation, la correction et l'application des résultats se feront de façon automatique par voie des équipements électroniques. Bien. Gaël Lacroix, quelle lecture faites-vous de
quelle est votre conception actuellement des concours administratifs aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ensuite, Dr Daouda Ouattara. Non, moi je pense que et votre projection pour les 5 prochaines années? Ce qui est, c'est qu'il fut des années en arrière où effectivement, ce qu'il a dénoncé là, le fait que les gens payent les concours, le fait qu'il n'y ait pas de transparence, ce soit à un certain niveau. Mais force est de reconnaître que quand même, il y a eu quelques améliorations. Quand il parle de digitalisation, l'État est déjà à un certain niveau. L'État est déjà à un certain niveau à ce niveau, mais vous pouvez digitaliser le système, mais le système est toujours dirigé par des hommes. Par des hommes. Voilà. Donc, c'est une question de moralisation de la vie publique, de la vie citoyenne. Donc, ceux qui sont en charge d'organisation de ces concours-là, même le parti au pouvoir, pas forcément le parti, mais ceux qui gèrent le pouvoir, c'est là que ça se passe. Parce que les gens ont pour habitude de vouloir positionner leurs proches. Ils veulent positionner leurs amis. Ils veulent positionner les militants de leur parti. Alors que quand vous priorisez cela au détriment de l'aspect national, c'est ce qui nous rend tous égaux devant la loi. Ce qui fait qu'il n'y a pas de différence entre un militant et un frère. Ce qui fait que nous sommes tous égaux et c'est sur le mérite qu'on doit pouvoir. C'est pour ça que ces concours-là sont organisés. Mais sauf que ces concours étant organisés, si on va toujours dans une sélection déjà préméditée, on est obligé toujours comment on appelle, de toujours passer par les raccourcis. Voilà, donc je pense que la solution, ce n'est pas seulement la digitalisation. Parce qu'effectivement, oui, si vous avez déjà fait des concours présentés, ou bien des personnes pourront vous dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être assis à la maison, les documents et tout, vous chargez ça en ligne et tout. Mais c'est le système, c'est une question de volonté politique. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai posé la question de façon pratique. Il a dit qu'ils vont essayer de renforcer la loi, mais renforcer la loi seulement, déjà, il fallait déjà nous dire que nous pouvons faire confiance à la candidate Simone Eivé, qui est une personne de probité morale exemplaire, et donc qui est suivie par des personnes exemplaires qui pourront maintenant mener cela. Et on a parlé tout à l'heure sur la question sur l'administration, quand Dr Daouda a demandé quand il a parlé de chasse à la sorcière entre griffes. Mais j'ai l'impression, dans ce que j'ai entendu, que c'est comme si on marche sur des œufs. Donc si demain, la candidate Simone Eivé prend le pouvoir, elle ne serait pas à même de pouvoir traquer ceux qui ont mal géré les fonds et de les amener à payer. Parce qu'il a dit que le thème chasse à la sorcière le dérange un peu, mais qu'ils vont faire des enquêtes. Mais effectivement, aujourd'hui, là, le pouvoir qui est en place aujourd'hui fait des enquêtes. On voit quand il y a des détournements, quand on en parle, on dit que les enquêtes sont en cours. Mais sauf que les enquêtes n'arrivent jamais, n'aboutissent pas, et puis on n'a pas de retour. Moi, je pense qu'en termes de projection, il va falloir effectivement vraiment la volonté. Il va falloir des personnes de probité morale, des personnes qui veulent vraiment le changement. Sinon, je pense que de façon matérielle, de façon digitale, on est quand même à un certain niveau. Bien. Dr Daouda Ouattara, vous, quelle est votre lecture et également que vous inspire les différents programmes que vous avez parcourus sur cet aspect aussi? Bon, moi, je pense que les programmes ce ne sont que des écrits. Voilà. Ils ont écrit, on a vu, mais il y a la pratique qui pose problème. Voilà, la pratique qui pose problème parce que sous nos tropiques et principalement en Côte d'Ivoire, les postes de nomination ou bien certains concours les admissions à certains concours sont, je dirais, une sorte de récompense pour des militants ou bien des proches. Parce que X est à tel poste, il y a son neveu ou bien une de ses connaissances qui est quelque part, bon, viens, tu vas te positionner ici, tu vas manger un peu comme on le dit dans nos jargons. Ou bien, tel parti arrive au pouvoir pour récompenser ses militants, on les prend et puis on les positionne là-bas. C'est ce qui pose problème. Sinon, tout le monde peut écrire, mais c'est l'application qui pose problème. La preuve, le pouvoir actuel, avant d'arriver là, le programme était alléchant, surtout concernant la corruption. Alors, concernant la corruption, c'était alléchant, mais arriver là, c'est du copier-coller. Alors, il va falloir qu'il y ait un Ivoirien nouveau, si je peux prendre l'expression du président actuel, le président Alassane Ouattara, où il parle de l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau, ça commence par les mœurs, ça commence par la valorisation, par rehausser, n'est-ce pas, le niveau de mœurs en Côte d'Ivoire.
Parce que quand tu es à la tête d'une institution, tu es à la tête d'une direction, tu es à la tête d'un ministère, l'argent que tu gères ne t'appartient pas, n'appartient pas à ta famille, n'appartient pas à ton parti politique, mais appartient à la Côte d'Ivoire. C'est un bien commun. Si tu gères bien, c'est la Côte d'Ivoire qui va progresser. Tu gères mal aussi, c'est un régressement. Dans presque tous les domaines d'activité, il y a problème. Surtout quand l'argent passe, il y a problème. Souvent, on dit que tout le programme est épuisé, mais quand on va sur le terrain, il n'y a rien. Souvent, même, on dépasse le budget alloué à tel projet, ou bien à telle institution, ou bien à tel ministère. Mais souvent, quand on va sur le terrain, c'est un peu compliqué. Donc, pour revenir au concours, je veux dire que il y a 2 ou 3 types de concours que moi, je respecte sérieusement en Côte d'Ivoire actuellement. Il y a le concours de l'ENA, il y a le concours de l'ENES, et puis le concours des magistrats. Alors, il va falloir que l'État s'asseye pour demander peut-être aux organisateurs de ces 3 concours-là comment se fait-il que ces concours-là puissent prendre le dessus sur les autres. Et ensemble, ils vont discuter de comment réorganiser ou bien comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour que ces concours-là puissent gagner en termes de valeur. Aujourd'hui, le concours de l'ENA, si tu n'as pas étudié, tu n'as pas fait de cours de renforcement, ce n'est pas sûr que tu passes le premier tour. Ce n'est pas évident. Si tu n'as pas fait de cours de renforcement, ce n'est pas sûr que peut-être tu passes le deuxième tour, ainsi de suite. Alors, c'est comme ça aussi au niveau de l'ENES. Ce sont les meilleurs, plus ou moins. Quand on dit ce sont ces concours qui ont pris le dessus, je vais dire que, bon, peut-être qu'il y a la corruption là-bas aussi, mais je peux dire que c'est la question qu'il allait peut-être poser pour dire est-ce qu'il y en a plus. Un peu plus moins que les autres. Merci, Dr Daouda Ouattara. Alors, réaction là-dessus, ces deux analyses. D'abord, je voudrais revenir sur le point de Gaël Lakba. Ce que nous voulons mettre en place, nous ne pouvons pas le faire sans un changement de mentalité. Nous avons déjà parlé de ça longuement dans nos programmes de gouvernement. L'Ivoirien nouveau doit avoir une mentalité renouvelée. Parce que le problème, comme vous venez de le souligner, le problème que nous avons généralement en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la création des institutions, ce n'est pas lié à la création des institutions, mais c'est lié au gain ou à la mentalité des personnes qui sont chargées de diriger ces institutions. Donc, pour mettre fin à tous ces problèmes, il faut d'abord un dirigeant sérieux, un dirigeant qui n'a pas de parti pris, un dirigeant qui ne fait pas du favoritisme. Est-ce que vous voyez? Un dirigeant qui ne fait pas de favoritisme. Et par la suite, les décrets, les lois que nous allons prendre, il faut des personnes qui ont la mentalité renouvelée, qui sont patriotiques, qui savent très bien combien de fois il est important de bien gérer les biens de l'État. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque je suis en train de parler de transparence dans la gouvernance, je parle déjà de tous ces aspects. Je tiens compte de tous ces aspects. Au niveau des concours, comme je viens de dire qu'il y a des gens qui peuvent rester à la maison. Dans la mise en pratique, ça ne sera pas comme ça. Est-ce que vous voyez? Les gens ne vont pas rester chez eux et composer en ligne, ça ne se ferait pas ainsi. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit pour préciser. Pour la fourniture des documents, extrait de naissance, diplôme et tout ça. Avant, les gens partaient déposer avant, mais on le fait en ligne. Nous, ce que nous sommes en train de parler, c'est dans les évaluations. Ah, on ne parle pas de dépôt des documents, on parle d'évaluation. Mais tout ça fait partie de la digitalisation. Oui, ça fait partie de la digitalisation, je suis d'accord avec. Mais nous, on parle plutôt de l'évaluation parce que c'est là que c'est tout le gros problème. Le facteur de dépôt des dossiers, des extraits, des diplômes, on n'a pas de problème à ce niveau. Ça se fait, les vérifications sont effectuées, on voit véritablement qu'à ce niveau-là, il y a eu des avancées. Ouais. Mais où se trouve le problème, c'est après la correction, après l'évaluation et au niveau de la correction, la proclamation des résultats. C'est à ce niveau-là que nous voulons mettre l'accent. Digitaliser de telle sorte que les résultats soient proclamés à l'instant, après les compos, pour éviter tout mécanisme de corruption. Parce que ça se fera désormais à base des équipements électroniques. Est-ce que vous voyez? Ça se fera à base des équipements électroniques et la proclamation des résultats également se fera à base d'équipements électroniques. Donc les gens n'auront plus la possibilité de faire venir comme ce qu'on a l'habitude de dire. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de dévaloriser même le concours? Parce que par exemple, il y a des concours, par exemple, où on vous parle de notes de synthèse, de dissertation, de ce genre de trucs. Comment ce genre de copies-là, on peut les corriger rapidement en quelques minutes? Ce n'est pas évident, à moins que vous parliez de QCM. Là, on est dans la pratique. Généralement, les concours en Côte d'Ivoire, il y a des concours, il y a plusieurs phases. Hein. Il y a la première phase, il y a la phase de présélection, il y a la phase au fur et à mesure. Le système qu'on va mettre en place, c'est de pouvoir filtrer au maximum toute possibilité de corruption.
Et dans la pratique, on tiendra compte de toutes ces possibilités avant de mettre le système en place. Ce ne sera pas un système qu'on va soulever sans même faire des essais, venir déposer, demander aux citoyens de les appliquer. Ça ne sera pas comme ça. Il y aura d'abord des phases d'essai avant la mise en pratique. Mais nous pensons que quand nous allons digitaliser l'administration, digitaliser les concours, cela va nous permettre de réduire considérablement la corruption. C'est ce que nous pensons et c'est ce que nous allons mettre en place. Bien, réaction sur celle de Dr Daouda Ouattara ou s'il n'y en a pas, on va continuer. Non, il n'y a pas de réaction. Bien. Alors, prochaine question. Est-ce que vous prévoyez une place à la déclaration des patrimoines en Côte d'Ivoire, bien sûr, pour les personnalités publiques? Effectivement, il y aura une déclaration de patrimoine pour les personnalités publiques. Parce que déjà, c'est déjà fait, mais ce que nous envisageons maintenant, c'est de rendre tout public. Est-ce que vous suivez? Voilà, c'est de rendre tout public. D'abord, ce que nous envisageons, c'est de créer un fichier national de logement. À ce niveau-là, nous allons recenser tous ceux qui ont fait des logements. Par la suite, voir tous les citoyens qui vivent dans ces logements. Faire un recensement général afin de savoir telle personne, telle autorité publique a tel nombre de bâtiments. En réalité, l'objectif mené, c'est de réduire la corruption et de mieux lutter contre le blanchiment d'argent. Donc, c'est à ce niveau-là que nous allons procéder. C'est comme ça que nous allons procéder pour remédier ces problèmes. Bien, Dr Daouda Ouattara. Alors, docteur, dans le manifeste toujours, j'ai lu quelque part, vous avez parlé du bureau anticorruption, BAC, BAC, BAC. Oui. Alors, quelle sera la fonction de ce bureau? 1. 2. Qui seront les membres de ce bureau? Et puis, quel sera leur mode de désignation? L'objectif du bureau, c'est de faire des audits. D'abord, c'est de déployer tout le collectif, tout ce bureau, surtout les représentations sur tout l'étendue du territoire. Par la suite, au niveau des sélections, il y aura des critères qui seront désignés. Ça ne se fera pas par choix, mais ça se fera par compo, par mérite. C'est ce que je voulais dire. C'est par mérite qu'on va choisir ces personnes qui vont travailler au sein de l'organisation. Non, c'est comme si vous êtes en train de me dire que vous l'avez écrit pour le moment, mais c'est après que vous allez chercher comment est-ce que vous allez composer ce bureau, c'est ça? Bon, je n'ai pas bien compris votre question. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. J'ai dit le bureau anticorruption, la fonction, les membres et le mode de désignation de ces membres. Ce que je viens de vous dire. Vous êtes en train de me dire que pour le moment, vous avez écrit et qu'au moment opportun, vous allez voir si c'est par concours que vous allez désigner les membres ou bien si c'est par désignation ou bien, bon, je sais pas. Non, c'est pas des concours. Il n'y aura pas de désignation, on ne va pas choisir des personnes. Ce n'est pas de concours. Il y aura des critères à remplir, bien évidemment. Bien. Je vais revenir sur ce que vous aviez abordé tout à l'heure, M. Siddiq, la question de la déclaration du patrimoine. La loi existe déjà. Oui, la loi c'est déjà prévu. C'est déjà prévu. Mais dans ce pays, on sait que toutes les autorités ne l'ont pas fait. Ne sont pas soumises à l'exercice. Pourquoi c'est fait ainsi? Et vous, à votre tour, quand vous êtes au pouvoir au lendemain du 25 octobre, est-ce que vous prévoyez des sanctions ou bien des moyens de répression contre ces cadres-là qui refuseront de se mettre à jouer? Bien évidemment, il y aura des moyens de répression, il y aura forcément des sanctions. Parce que devant la loi, nous sommes tous soumis. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, parce que vous avez forcément fait un diagnostic, est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi jusqu'à présent, la plupart de tous les élus, cadres et tout ça, tous les responsables ne déclarent pas? Il y a une partie qui a déclaré, mais il y a d'autres qui ne déclarent pas. Je pense bien que ce problème est lié à la fragilité de nos institutions judiciaires. Voilà. En Côte d'Ivoire, ici, on a toujours l'impression que nos institutions judiciaires ont toujours un parti pris. Donc, par exemple, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, on ne leur permet pas de déclarer leurs biens. Et quand d'autres groupes arrivent encore, aussi, on a l'impression que c'est ce schéma-là qui est décidé pour la Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'il faut mettre fin à ce schéma. Devant la loi, nous sommes tous soumis et nous devons tout déclarer. Et voilà pourquoi le MGC, il mettra les moyens en place pour que chaque citoyen, chaque Ivoirien, chaque acteur politique puisse avoir ses biens déclarés et rendus publics aux yeux des Ivoiriens. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une question qui dépasse un peu plus même la question juridique, mais plutôt exécutive? Parce que c'est l'exécutif qui c'est vrai que comme on appelle le législatif entérine les lois, prend les lois, mais c'est l'exécutif dans la volonté de gouvernance
qui s'arrange à ce que ce soit, comme on appelle, respecté. Par exemple, un cas pratique. Le président de la République, lui-même, c'est lui qui dirige tout. Il déclare ses biens. Son premier ministre ne déclare pas. Le président du Sénat ne déclare pas. Et puis, on est là, il n'y a pas de... On se rejoint à ce niveau. Bien vrai que ça soit une volonté politique, c'est aussi une volonté juridique. Voilà pourquoi d'abord, on va renforcer la loi. Et aussi, le président, la présidente Simone Veil Gbagbo sera également soumise à cette loi. Qu'est-ce que vous pensez de la séparation des pouvoirs? La séparation des pouvoirs, ça que je voulais vous amener. La séparation des pouvoirs, c'est la meilleure des choses dans un État. Non, en Côte d'Ivoire, la séparation des pouvoirs n'est pas une réalité. Ça, c'est comment y arriver à cette réalité que vous projetez? Il faut prendre des résolutions. En réalité, si nous voulons sérieusement avoir un pays où il y a la paix, où il y a la tranquillité, où il y a la paix, où on arrive à organiser des élections de façon transparente, inclusive et apaisée, on est obligé de se soumettre. On est obligé qu'il y ait une séparation des pouvoirs. On est obligé. Donc, il faut d'abord une volonté politique. Il faut un chef d'État, il faut une personnalité politique qui est capable de se soumettre, d'accepter ce principe de base démocratique. Et par la suite, une fois qu'il y a la volonté politique, je pense bien que tout le reste suivra. Bien, on aura l'occasion dans les 15 prochaines minutes, 15 dernières minutes de cette émission d'aborder ces questions. Mais avant, quel mécanisme pour assurer la transparence dans les marchés publics? Le mécanisme pour assurer la transparence dans les marchés publics. Le MGC envisage, comme on l'a fait, de digitaliser tous les systèmes administratifs. Et aussi, au niveau des marchés publics, au niveau de collecte des taxes et impôts, ça se fera également de la même manière. Voilà, nous, on pense bien que c'est pas normal de permettre à des citoyens d'aller sur le terrain, de donner des tickets, de demander les gens de la mairie généralement, de demander aux citoyens de payer les taxes et impôts. Il faut plutôt mettre une application mobile en place pour que chaque personne qui a un magasin puisse directement y verser les taxes journalières à ce niveau. Donc, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous voulons mettre en place. Bien. Bon, bien, parlant de marché public, est-ce que le MGC compte privilégier les champions nationaux pour les marchés publics au détriment c'est la base même de notre gouvernance. Le MGC est un parti pro-Côte d'Ivoire. Ça, il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier encore. Nous voulons construire notre nation en nous basant que sur les Ivoiriens, en mettant les Ivoiriens à la première position dans tous les marchés publics. Donc, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous allons faire. Chaque fois qu'il y aura une opportunité, on va favoriser d'abord les Ivoiriens avant toute autre personnalité, c'est ce que nous pensons. Êtes-vous en train de nous dire que vous allez commencer peut-être à nationaliser l'économie ivoirienne ou bien par quel mécanisme? Ce qu'il faut savoir, un État dont son économie n'est pas maîtrisée par les nationaux est un État en danger. Ça, il faut le dire, il n'y a pas à cacher. Aujourd'hui, toutes les grandes puissances dans le monde maîtrisent leur économie. C'est à partir de cela qu'on peut prendre de véritables décisions et faire développer le pays sans problème. Donc, nous pensons qu'il faut mettre les Ivoiriens à la première position. Nous pensons qu'il faut nationaliser l'économie. Il faut faire en sorte que les Ivoiriens puissent avoir un rôle important à jouer sur l'économie ivoirienne. C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous allons mettre en place. Donc, vous estimez qu'actuellement, les Ivoiriens ne sont pas trop privilégiés, Ça a déjà été dit sur plusieurs panels. Ça a déjà été dit plusieurs fois dans des panels. Vous, au MGC, que pensez-vous de cela? Ou bien comment pallier cela? Nous pensons que ce n'est pas normal que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, avec tous ses atouts économiques et qui a son économie maîtrisée par les multinationaux, ce n'est pas normal. Alors, nous pensons que l'économie ivoirienne revient d'abord aux Ivoiriens. Nous n'avons pas de problème avec ceux qui viennent investir en Côte d'Ivoire. C'est bon, ça nous aide, ça contribue beaucoup au développement économique de la Côte d'Ivoire, mais il faut privilégier les Ivoiriens à un certain niveau. Bien. Ça, il n'y a rien à dire à ce niveau. Alors, sur la question, c'est dit, c'est sûr que les entreprises ivoiriennes ne sont pas privilégiées, effectivement, sur ces questions-là. Alors, est-ce que ce n'est pas dû au fait que ces entreprises ivoiriennes-là n'aient pas les compétences, ne sont pas outillées et tout? Parce qu'on donne au meilleur. Je pense bien qu'à ce niveau-là, ce n'est pas un problème de compétences. Les Ivoiriens ont trop de compétences dans ce domaine-là. Les Ivoiriens n'ont pas de problème à ce niveau. C'est une volonté politique. C'est une volonté politique de créer des champions nationaux. Ça vient d'une volonté politique. Ça s'est fait au Nigeria,
par l'un de leurs présidents, Obasanjo. Il a fait cela. Il avait comme objectif de créer 100 champions nationaux dans son mandat. Mais à la fin de son mandat, il n'en a pu créer que 50, ce qui a donné la force au Nigeria. Donc c'est possible, on peut le faire en Côte d'Ivoire. Les Aliko Dangote, leur groupe là, et tout ça sorti à cause de ce mécanisme qui a été mis en place. C'est ce que nous également, nous allons mettre en place en Côte d'Ivoire. Faire en sorte que ce soit dans le domaine minier, dans le domaine pétrolier, dans le domaine économique, au niveau des banques, qu'il y ait des champions nationaux qui soient devant. Vous savez, avant de proposer une solution à un problème donné, il faut d'abord aller du diagnostic. Il faut savoir ce qui provoque le problème. C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que c'est à vous de nous dire qu'on a fait les études et on s'est rendu compte que les sociétés ivoiriennes, les entreprises ivoiriennes ne sont pas privilégiées parce que. Ce sont ces parce que là qu'on veut que vous puissiez dire aux téléspectateurs et en fonction de ce que vous aurez dit, vous allez maintenant proposer la solution d'Obasanjo. Sinon, vous risquez de prendre la société, la réalité d'Obasanjo, venir la copier, coller ici, et puis vous allez voir que le problème n'est pas réglé. Effectivement, ce problème, je pense bien que les Ivoiriens sont plus ou moins renseignés là-dessus. C'est depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est depuis ce niveau qu'est venu ce problème. Voilà. Tous les chantiers de la Côte d'Ivoire sur le pays a toujours été donné en priorité d'abord aux investisseurs, notamment les Français d'abord. Et au fur et à mesure, il y a eu les Chinois, les Indiens qui ont commencé à venir. Donc, c'est depuis l'origine que le problème est venu. C'est depuis l'origine. Ce n'est pas une histoire de compétences. Ce n'est pas une histoire de non-qualification des Ivoiriens. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique. La volonté de donner les partenariats aux Ivoiriens ou la volonté de donner à des multinationales, c'est une volonté politique. Il y a aussi l'administration publique ivoirienne qui est jugée lente et peu performante par certains observateurs. Quelle réforme structurelle propose la candidate Simone Eivie Gbagbo à ce niveau? À ce niveau, comme nous venons de le dire, nous pensons que la digitalisation, c'est l'une des solutions les plus rapides pour rendre notre administration plus efficace. Cette digitalisation existe dans certains services, malgré tout, les services restent encore longs. Et pas bien que, comme vous venez de le souligner, le service reste encore long parce que c'est une histoire de... Il faut d'abord sensibiliser l'Ivoirien au travail. Il faut faire savoir aux Ivoiriens que c'est seulement que par le travail qu'on peut développer notre pays. Voilà. Le mécanisme de digitalisation, c'est un mécanisme qui nous permet d'aller plus rapidement. Et ce qu'il faut, c'est d'abord de renforcer. C'est bien vrai qu'il y a la digitalisation de notre administration, mais ça n'atteint pas le niveau qu'il faut pour que l'administration puisse fonctionner plus performant. C'est ce que je pense, c'est ce que nous pensons. Et pour y remédier, il faut œuvrer davantage à digitaliser notre administration. Bien. Docteur? Bien, docteur, parlant de digitalisation de l'administration, il y a de cela, je crois, quelques mois en arrière, il y a eu un buzz, ou bien il y a eu des rififis concernant la découverte des milliers de nationalités frauduleuses, c'est ça, non? Nationalité, voilà. Oui. Il y a eu plusieurs cas de fraude sur la nationalité ivoirienne. Alors, comment est-ce que le MJC compte remédier à ce problème? La première des choses à faire, nous envisageons faire un audit sur la nationalité ivoirienne. C'est un problème sérieux qui engage tous les Ivoiriens. Ce n'est pas une affaire de dire qu'on est xénophobe, ce n'est pas ça. Mais il faut véritablement situer les responsabilités et prendre des décisions fermes pour résoudre ce problème. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'on ne trouve pas une solution à ce problème, on aura toujours, la nationalité ivoirienne sera toujours sujet de débat. Donc, pour régler tous ces problèmes, il faut d'abord mener des enquêtes, situer les responsabilités, faire des audits, mener des enquêtes afin de trouver ces personnes qui sont responsables et par la suite, localiser tous ceux qui ont eu de façon frauduleuse la nationalité ivoirienne et les arracher. Nous allons faire cela. On ne peut pas permettre à ce qu'une personne... On peut avoir la nationalité ivoirienne, mais ça se prend par un décret présidentiel. Voilà. Par exemple, vous pouvez quitter ici, arriver en France, vous faire les démarches. Si le président, s'ils sont d'accord, on prend par décret, on vous donne la nationalité. Ça se fait. Par décret présidentiel, ou c'est ce que vous projetez?
Non. Donc, qui acquièrent la nationalité par mariage. Oui, à ce niveau-là, oui, je suis d'accord avec nous. Nous sommes en train de parler de ceux qui prennent la nationalité ivoirienne de façon frauduleuse. C'est-à-dire que nous sommes en train de parler. Bien. Et ces personnes, il faut mener des enquêtes, il faut les retrouver et les arracher la nationalité ivoirienne. Je pense Mais comment retrouver ces personnes? Je pense bien que la première des choses à faire, c'est d'abord de trouver ceux qui ont donné la nationalité ivoirienne. Et comment allez-vous y arriver? Ce n'est pas des enquêtes. Nous pensons que nous avons tout ce qu'il faut pour mettre la main sur ces personnes-là. Et cela n'est pas fait avec le pouvoir en place. Comment vous expliquez cela? Je suppose qu'il y a un parti pris. Je suppose qu'il y a un parti pris. Parce que si aujourd'hui les gens se permettent de distribuer la nationalité ivoirienne... Malgré certaines arrestations, on a vu certains étrangers être arrêtés pour acquisition frauduleuse de la nationalité ivoirienne. Les enquêtes, est-ce qu'ils ont rendu public les rapports de ces enquêtes? Parce que quand on arrête une personne, c'est qu'on va mener des enquêtes. Mais où sont ces enquêtes? Qu'est-ce qu'on a dit? La personne a trafiqué, la personne a fabriqué de façon frauduleuse la nationalité ivoirienne à combien? Oui, il y a eu un procès. Donc il faut mettre la main sur ces personnes. Et puis on ne doit pas seulement s'arrêter à mettre ceux qui commettent ces actes en prison. Ceux qui ont ces nationalités-là, il faut mettre la main sur ces personnes et les arracher la nationalité ivoirienne. Bien. Alors, Dr Kouadia, nous allons marquer une courte pause. On revient juste après la réclame publicitaire pour la suite de cette émission. D'accord. Voilà de retour de la pub. Notre invité est Dr Kouadia. Il est membre de l'équipe de campagne de la candidate Simone Eyivé Gbagbo du MJC. Nous parlons dans cette émission de la vision des candidats. Quelle gouvernance pour la Côte d'Ivoire les 5 prochaines années? Docteur, vous aviez une question avant la pub. Effectivement, docteur. À chaque fois qu'on soulève un problème, vous nous dites que si vous arrivez au pouvoir, vous allez faire l'audit. Vous allez mener des enquêtes et puis épingler les coupables, puis ils vont payer devant la justice. Alors, êtes-vous en train de nous dire que les différents fonctionnaires de certaines administrations ne font pas bien leur travail ou bien ne respectent pas la conscience professionnelle? Je n'irai pas jusque-là, mais il y a un fait, nous avons dans notre administration la corruption qui existe dans notre administration. Donc cela voudrait dire qu'il y a forcément des personnes qui ne font pas bien leur travail. Des personnes qui ne font pas bien leur travail. Donc à ce niveau-là, il faut, comme on vient de le dire, surtout au niveau, en ce qui concerne la corruption, il faut situer les responsabilités. Et il faut prendre des décisions et aussi prendre des lois pour mettre fin à ce type de corruption. Au-delà de ça également, nous envisageons dans le programme du MJC de prendre une loi pour favoriser et encourager la dénonciation de tout type de corruption et par la suite protéger ces dénonciateurs de corruption. C'est ce que nous allons faire. D'accord. Pour la plupart... Pour compléter, s'il vous plaît, il y a aussi la question de qualité de service dans l'administration publique. Effectivement, il y a ce que vous proposez à ce niveau? Je pense bien qu'à ce niveau-là, c'est une formation continue qu'il faut faire au niveau de ces personnels. Hein. Parce que si une personne est dans l'administration qui ne fait pas bien son travail, cela voudrait dire que la personne manque de connaissances de la fonction, n'a pas la base qu'il faut pour travailler efficacement. Il y a aussi des fonctionnaires très bien formés qui ont de bonnes compétences, mais dans l'ensemble, qualité des services pas désirable en tout cas. À ce niveau-là, je pense bien que, comme nous venons de le dire, on a parlé de changement de mentalité. Il faut chaque fois sensibiliser les Ivoiriens sur l'importance du travail bien fait. Il faut sensibiliser les Ivoiriens sur l'importance du travail bien fait et il faut sensibiliser davantage dans notre administration publique. Parce que ça se fait dans notre administration. Lorsque le service doit commencer à 8 heures, il y a des gens qui viennent à 10 heures. Bon, ça ne va nulle part. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des décisions. Il faut pouvoir faire des contrôles. Que cela soit une réalité. Parce qu'on ne peut pas prendre une loi et sans l'appliquer. Lorsqu'on ne l'applique pas, ça n'a aucun effet. Donc, pour y parvenir, pour régler ce problème, c'est des décisions qu'il faut appliquer. D'accord, je continue toujours dans la même lancée. Avant de prendre fonction ou bien service, il y a certains fonctionnaires qui font des vœux de serment. Vœux de serment? Oui, qui font des vœux de serment. Mais une fois en fonction, on voit qu'il dévie carrément de ces vœux-là. Alors, est-ce le système qui est en panne ou ce sont les individus qui sont foncièrement corrompus? Les deux vont ensemble. Il y a d'abord le système qui a un problème
Et aussi, il y a l'individu. Au niveau du système, il n'y a pas de contrôle dans l'administration. Rare, il n'y a pas de contrôle. Voilà, même dans les universités, il y a des enseignants qui ne vont pas au travail, qui vont rarement. Il y a d'autres même qui sont programmés, mais qui n'y vont pas. Est-ce que vous voyez? Est-ce que dans notre administration, il y a un système de contrôle mis en place? C'est la question qu'il faut se poser, il n'y en a pas. Donc, à l'instant où l'homme n'a pas de pression, l'homme n'a pas des obligations, même s'il est programmé, c'est lui que ça n'ira nulle part. Donc, est-ce qu'il va forcément y aller? C'est là que se trouve le problème. Donc, il faut d'abord sensibiliser et il faut y mettre de la répression également pour que chaque citoyen puisse travailler plus efficacement. C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous voulons faire. Oui. Bien, rapidement, dernière question avant parlons un autre aspect. De corruption, de mauvaise gestion et tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit dû à la mauvaise gestion des ressources humaines? Alors, je m'explique. Les ressources humaines, ce sont les fonctionnaires, ceux qui sont des cadres, employés et autres. Est-ce que vous ne pensez pas que leurs conditions de vie sont compliquées? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'ils n'ont pas des salaires à la hauteur de la cherté de la vie? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que la sécurité sociale même, ce n'est pas ça du tout? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'ils ne sont pas dans les conditions qu'ils s'adonnent tout le temps à la corruption, à la mauvaise gestion, ne pas venir au travail et tout? Dans un premier cas, je dirais oui, il y a un parti pris à ce niveau. Dans un autre cas, je dirais que non. Au niveau du deuxième cas, quel que soit le salaire que l'homme aura dans sa vie, même si c'est des milliards par jour, l'argent ne suffit jamais. Voilà, donc, quel que soit ce que la personne va avoir, la personne va trouver que cela n'en est pas encore assez. Maintenant, dans le premier cas, je pense bien qu'il faut y mettre l'énergie, il faut mettre les conditions nécessaires pour que l'Ivoirien puisse se sentir heureux. Voilà, que ce soit au niveau du logement, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, il faut y mettre les conditions nécessaires. Et au niveau même de l'alimentation également, il faut mettre des mécanismes en place pour que la vie devient moins chère en Côte d'Ivoire. Et nous avons longuement travaillé là-dessus sur nos programmes de gouvernement. Cet aspect-là, comme ce n'est pas à l'ordre du jour, peut-être qu'on ne va pas y aborder. On a eu à l'aborder hier, la cherté de la vie, dans l'aspect économique et social. Donc, pour y remédier, même, on a même pris des décisions au niveau du gouvernement. Par exemple, au niveau de l'alimentation, il faut que le mais là, sauf que c'est général, comme vous le dites, mais ici, on est dans la question sur les fonctionnaires. Okay. Parce qu'eux, ils ont des revendications. Effectivement, ils ont des revendications. Carrières et tout ça. Oui. Nous pensons que nous, dans notre programme de gouvernement, nous voulons mettre l'accent sur l'éducation, sur la santé et sur l'alimentation. Donc, si on veut mettre l'accent sur l'éducation, cela suggère qu'on doit revaloriser le salaire des enseignants. Cela suggère qu'on doit accorder des primes aux enseignants. Est-ce que vous comprenez? Si on parle de mettre l'accent sur la santé, cela suggère également qu'il faut donner les primes aux enseignants, au corps médical. Nous avons déjà parlé de ça longuement. Ça est dans notre programme de gouvernement. Et nous pensons qu'il faut cela pour que l'Ivoirien soit épanoui. Au niveau du logement, nous avons un projet sur le logement. Voilà, nous envisageons de construire 150 000 logements en Côte d'Ivoire. D'abord, pour un début. Et le principe, ça sera très différent de ce qui est fait jusqu'à présent. Ce que nous voulons faire, au lieu de demander à un citoyen lambda à venir payer 20 millions, 15 millions pour avoir une maison, nous allons plutôt mettre cela en location. Et à des prix très avantageux, à des prix très bas. Monsieur Sisi, s'il vous plaît, comme il est sur le logement, j'ai l'impression que... C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui, mais je vais profiter pour poser une petite question. Hier, nous avons eu à aborder les questions économiques et sociales. En fait, c'est une question qui n'a pas été évoquée. Quand on parle de logement, on a l'impression que c'est seulement l'affaire des logements sociaux. Tous les candidats en parlent. Mais il y a une réalité aujourd'hui. Oui. Le coût du loyer, c'est élevé un peu partout. Oui. Est-ce que vous avez une astuce, un truc pour ça? Nous pensons que cela est dû à plusieurs aspects. D'abord, c'est au niveau du coût des matériaux. Avant, le paquet de ciment était un peu moins cher. Au jour d'aujourd'hui, c'est devenu un peu plus cher. Il y a tous ces facteurs. Donc, nous allons d'abord chercher à réduire le prix de tous ces matériaux. Et par la suite, ils prennent des résolutions, des mesures pour que le coût du loyer ne soit pas aussi élevé que ce qui se passe habituellement. Des plafonnages, par exemple? Les plafonnages, nous allons plafonner par secteur. Nous allons prendre des mécanismes pour on revient à notre sujet. En parlant maintenant état des droits, justice, indépendance des institutions. Comment garantir, en tout cas en Côte d'Ivoire, une indépendance entre les différentes institutions, la séparation des pouvoirs de manière, on va dire, générale en Côte d'Ivoire? Réaction?
La séparation des pouvoirs, comme nous venons déjà de le dire, nous avons déjà abordé ce sujet dès le début. Il faut tout part d'une volonté politique. Ça, mais la quel que volonté, soit, elle ne suffit pas. Quels sont les mécanismes non, pour y quand arriver? il y a une volonté politique, il y a le mécanisme et la loi qui y accompagne. Parce que la plupart du temps, le problème que nous avons en Afrique, les hommes d'État, les présidents, ils ont toujours l'ambition de rester au pouvoir, de mourir au pouvoir, de passer toute leur vie au pouvoir. Bien, là nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui, Même nous si sommes en Côte d'Ivoire. C'est en Afrique. Voilà, et c'est ce que nous constatons en Côte d'Ivoire. Vous voyez, à l'instant où un chef d'État nourrit déjà ses ambitions, il aura forcément l'envie de s'accaparer tout ce pouvoir. Dans le but de marcher, de marcher sur la loi comme il le veut, dans l'unique but de passer tout ce temps au pouvoir, comme ce que nous vivons actuellement en Côte d'Ivoire. Parce que si dès le départ, il y avait cette volonté de finir les 2 mandats délibérés, il y aurait forcément eu la volonté de séparation des pouvoirs. Parce que lorsqu'il y a une volonté de séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif n'a pas d'autorité sur le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire également n'a pas d'autorité sur le pouvoir exécutif. Les pouvoirs sont liés, mais de façon indépendante. Voilà, donc il faut d'abord, la première des choses, c'est la volonté politique qu'il faut. Il faut une volonté politique. Ensuite. Et la volonté politique, c'est le chef d'État qui incarne cette volonté. Et voilà pourquoi la présidente qui incarne cette volonté, si elle est présidente, il aura également une séparation, une véritable séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que nous pensons. Et c'est ce que nous allons faire en Côte d'Ivoire. Bien, docteur, nous savons que sous nos tropiques ici, il y a un devoir de reconnaissance. Alors, un devoir de reconnaissance. D'accord. Alors, je prends par exemple la relation entre l'exécutif et le judiciaire. Comment ne pas être reconnaissant envers quelqu'un qui a une main dans ta nomination? Au niveau de l'exécutif, l'exécutif intervient dans la nomination de certains magistrats au niveau de la justice. Comment se fait-il que si l'exécutif t'a fait confiance ou bien t'a aidé à avoir un tel poste, comment ne pas être reconnaissant envers ce pouvoir-là? Mais ça se fait dans plusieurs... Aux États-Unis, c'est le président qui nomme également. Mais ça ne se fait pas là-bas. Et pas bien que tout cela est dû aux fragilités de nos institutions. C'est bien vrai que c'est le président qui t'a nommé à ce poste, mais tu ne travailles pas pour le président, tu travailles pour le peuple. Nous tous, nous travaillons pour le peuple. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille pour le président. C'est pour le peuple qu'on travaille. On exécute la loi en faveur du peuple et pas en faveur d'un parti politique. Donc, autant bien que ce soit le président qui t'a nommé à ce poste, tu fais correctement ton travail, comme il le faut, pour le bonheur du peuple, non pour le bonheur du président. C'est ce que les gens doivent comprendre. Voilà pourquoi on parle de changement de mentalité. Il faut que ça change. La manière de gouverner, la manière de gérer les biens de l'État, il faut que ça change. Voilà. D'accord. Parlons bon, pour chuter rapidement, parlons de changement de mentalité. Non, nous ne sommes pas encore sur ce point, docteur. On a déjà même dépassé ce point. Ah, d'accord. Allez-y, Guy Lacroix. Nous parlons actuellement état de droit, justice et indépendance des institutions. Alors, docteur, depuis 1960, on va dire que la Constitution consacre la séparation des pouvoirs pour une expression de la démocratie. D'accord. Mais sauf que force est de constater qu'effectivement, il y a des insuffisances, ce qui fait qu'on en parle actuellement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait bien de changer de paradigme à ce niveau-là? Et puis, est-ce qu'il ne nous faut même pas aller jusqu'à renoncer à ce système-là? Peut-être qu'on ne le comprend pas bien, on ne comprend pas son fonctionnement. Depuis 1960 à aujourd'hui, ça ne marche pas. Est-ce qu'on ne peut pas réinventer ou bien renoncer à cela? Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ça ne change pas. Qu'est-ce qui a été décidé? Quelles sont les décisions qui ont été prises et qui n'ont pas été respectées? En réalité, comme je viens de le dire, lorsque les gens viennent au pouvoir, généralement... Je vais vous aider un peu. La Constitution dit que l'exécutif, d'un côté, le législatif, d'un côté, la justice, d'un côté. Effectivement. Et la justice, normalement, doit pouvoir attaquer l'exécutif quand il faut, et tout ça. Mais sauf qu'on ne réussit pas. Comment on fait? On se débarrasse carrément parce que ça ne marche pas avec nous? Ou bien on fait des réformes de sorte à ce que... Ce sont des réformes qu'il faut. Ce sont des réformes qu'il faut. Parce qu'il n'y a pas, tant qu'il n'y aura pas de séparation des pouvoirs, on aura toujours les mêmes problèmes. Et depuis des années, ce sont ces mêmes problèmes qui perdurent. C'est là pour véritablement qu'il n'y a pas encore de séparation des pouvoirs. On ne peut pas abandonner le principe de séparation des pouvoirs
Parce que c'est un principe démocratique. Et la Côte d'Ivoire est un pays démocratique. La Côte d'Ivoire n'est pas de la monarchie. La Côte d'Ivoire est un pays qui marche sur le principe de la démocratie. Et quelle est votre vision pour ces institutions, la CEI, la Commission électorale indépendante, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, même la présidence de la République? D'abord, au niveau de la CEI, nous pensons qu'il faut mettre une nouvelle CEI en place en Côte d'Ivoire. Ce que le MJC veut, la nouvelle CEI que le MJC veut mettre en place, parce que nous savons que les CEI actuelles, on a les représentants des partis politiques qui sont au sein de la CEI. La CEI que le MJC veut mettre en place, c'est une CEI débarrassée de toute influence politique. Il n'y aura plus de représentants des partis politiques en Côte d'Ivoire. Et aussi également, au niveau d'enrôlement de nouveaux majeurs sur la liste électorale, ça ne se fera plus de façon périodique, c'est-à-dire entre 1 mois, 2 mois, mais ça sera de façon permanente. Voilà pourquoi nous allons créer une commission permanente de révision de la liste électorale qui aura pour charge, pour mission de recenser et d'ajouter les nouveaux majeurs sur la liste électorale. C'est ce que nous allons faire. Également, le principe d'enrôlement qui est fait en Côte d'Ivoire de façon périodique fait qu'on n'arrive pas à recenser globalement les nouveaux majeurs. Ça fait que souvent même tu vois, même les nouveaux, même les anciens, il y a des gens qui ont jusqu'à 30 ans, mais aujourd'hui qui sont pas sur la liste électorale, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Donc pour mettre fin à ce problème, désormais nous allons mettre un système en place qui est directement relié à la CEI, la commission, la nouvelle commission que nous allons créer, aura pour rôle de faire un recensement général et d'ajouter directement tous les anciens et les nouveaux majeurs sur la liste électorale. Et de la présidence de la République et l'Assemblée nationale? Votre vision? Notre vision au niveau de l'Assemblée nationale, comme nous venons de parler de séparation des pouvoirs, d'abord, la vice-présidence, le MJC va supprimer la vice-présidence. Voilà, parce que nous, notre vision, notre objectif, c'est de réduire le train de vie de l'État. Et puis, parvenir, il y a des institutions que nous allons supprimer en Côte d'Ivoire. Donc déjà, la vice-présidence, dans notre vision, cela ne va plus exister. Alors, il y a plusieurs postes, si vous voulez, et puis vous mentionnez les postes. Allez-y, vous avez le temps de... D'abord, il y aura la vice-présidence, il y aura le Sénat, il y aura les postes du médiateur de la République, nous allons supprimer. Tous les postes des ministres-gouverneurs également, nous allons supprimer. Également, le budget de souveraineté de la présidence, nous allons réduire considérablement ce budget également. L'objectif, c'est d'avoir le maximum de fonds pour l'injecter dans la santé. Est-ce que vous avez évalué un peu quand vous supprimez tout ça, quand on supprime tous ces postes, avec réduire les budgets, parce que 2025, le budget de souveraineté de la présidence, c'est 300 milliards. Nous allons réduire considérablement ce budget. Et quand on fait l'évaluation, ça tourne autour de 500 milliards. Ça tend vers 500 milliards. Parce que vous voyez, donc cette somme d'argent peut nous permettre de l'investir dans plusieurs domaines. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Bien, docteur? D'accord. Comme vous parlez de la CEI, alors je vais poser la question de savoir, puisque vous parlez de la réforme de cette CEI-là, qui seront les membres de cette CEI et quel sera leur mode de désignation? Parce qu'on sait que de 1960 à 2000, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. De 2000 à 2025, on a inclus les partis politiques dans la gestion de la CEI. Alors, le MJC, puisque le MJC parle de réforme et de réforme de la CEI, alors quel sera, avec le MJC, quel sera le nouveau modèle de la CEI? Ce mécanisme de gestion, nous allons inclure d'abord la société civile au sein de cette nouvelle CEI, parce que nous ne voulons plus que la CEI soit sujet de débat en Côte d'Ivoire. Ça, les Ivoiriens ont payé beaucoup de frais à cause de toutes ces réformes qui n'arrangent pas les Ivoiriens. Donc, nous ne voulons plus avoir l'ingérence des partis politiques dans la nouvelle CEI et nous voulons travailler avec la société civile, notamment les religieux, et toutes les personnes de bonne volonté, toutes les personnes de bonne moralité qui sont dépourvues de toute influence politique pour gérer cette nouvelle CEI que nous voulons mettre en place. Également, nous allons créer un observatoire des élections et c'est dans cet observatoire-là qu'il y aura les représentants des partis politiques qui viendront pour assister au travail de la CEI. Ils viendront pour assister au travail de la CEI. C'est ce que nous voulons mettre en place. Aussi, nous voulons associer les principes. Bon, lorsqu'un Ivoirien va faire sa carte d'identité, le même jour que l'Ivoirien va retirer sa carte, ce même jour, l'Ivoirien aura à la fois sa carte d'identité
et sa carte électeur. Nous voulons associer les deux. Parce qu'on ne peut pas dire à un Ivoirien qui va aller perdre tout le temps pour avoir d'abord sa carte d'identité et lui demander encore à aller perdre tout le temps pour se faire enrôler. Et encore, tu perds tout ce temps à savoir même qui ton nom sera sur la liste électorale. Est-ce qu'à ce niveau, le vote deviendra-t-il obligatoire? Principalement, nous avons envisagé cette possibilité, mais d'abord, le MGC a un objectif. Être le premier parti politique à organiser la meilleure élection présidentielle de façon démocratique, transparente et équitable en Côte d'Ivoire. Et à donner l'objectif. Désormais, ce que nous voulons faire en Côte d'Ivoire, dès qu'on ferme les bureaux de vote, après avoir fait les dérivelations, les procès-verbaux seront affichés à l'entrée des bureaux de vote pour que tous les Ivoiriens aient un regard jeté sur la gestion de la CEI. C'est ce que nous voulons faire. Nous n'allons plus permettre à ce qu'on finisse de faire le vote, on soulève les urnes, on va avec, on ne sait pas où, après on vient proclamer les résultats. Ça cause souvent des frustrations. Donc nous voulons y mettre fin. Désormais, dès qu'on finit les élections sur les bureaux de vote, on va afficher les résultats. Un citoyen ivoirien aura la possibilité d'aller regarder et voir si c'est son candidat qui a gagné dans ce bureau de vote ou pas, pour éviter tout ce qui est lié aux fraudes. Donc, après quelques années, si nous voyons que les élections sont organisées de façon démocratique, parce que, comme on le dit, tout part d'une volonté politique. Et par la suite, on verra le mécanisme de vote obligatoire. Personnellement, ça nous tient à cœur. Parce que le fait de voir que 3 millions de populations qui vont décider pour 30 millions d'Ivoiriens, pour 27 millions d'Ivoiriens. 8 millions d'électeurs. Il y a 8 millions d'électeurs, oui, mais les élections qui se sont déroulées en 2020, on était déjà autour de 6 millions d'électeurs. Mais on a eu seulement qu'environ 3 millions, bon, officiellement, qui sont allés voter. Mais qu'est-ce qui vous dit que si on a 29 millions d'électeurs et qu'on aura 29 millions de personnes inscrites sur la liste électorale, qu'on aura forcément 29 millions Notre objectif, ce n'est pas pour dire que forcément tous les Ivoiriens peuvent voter, mais c'est pour avoir le maximum. C'est pour avoir le maximum. Parce qu'il faut participer, chaque Ivoirien doit participer au choix de son pays. Voilà, on ne peut pas être des Ivoiriens passifs. Soyons des Ivoiriens actifs. Bien. Il faut participer, c'est ce que nous pensons. Alors, au niveau de la justice, quelle est votre recette pour une justice plus transparente, plus équitable, plus juste envers les Ivoiriens, qui est loin des discriminations entre le riche et le pauvre? Le MGC envisage de prendre des lois qui garantissent la sécurité des juges, de toute influence politique. Parce que nous pensons que le problème, généralement, ça part de là. On peut avoir des hommes, mais ces personnes-là peuvent avoir peur de faire exactement leur travail. Voilà, donc à ce niveau-là, ça peut causer souvent des problèmes. Donc il faut d'abord les assurer que leur emploi est garanti, leur sécurité également est garantie, pour que ces personnes puissent effectuer normalement les tâches qu'ils leur ont enseignées. Et aussi, comme on le parle toujours, il faut véritablement un changement de mentalité en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a l'impression qu'il y a trop de laisser-aller. Pratiquement en Côte d'Ivoire, rien ne surprend les Ivoiriens. C'est des choses qu'il faut changer. Parce que si on ne change pas, c'est nous tous qui allons payer les frais. Il faut que les choses changent. Et pour que ça change, il faut une volonté politique. Et cette volonté politique, la présidente, elle incarne cette volonté. Voilà, c'est ce que nous pensons. Oui. Alors, pour abonder dans le même sens, est-ce que le MGC est en train de nous dire que la justice ivoirienne est partiale? Si oui, est-ce qu'il y a un exemple palpable que le MGC pourrait nous donner pour juste rafraîchir la mémoire ou bien nous rappeler? L'un des exemples qui n'est même pas... Normalement, en Côte d'Ivoire, la loi dit que le mandat, une personne ne peut faire seulement que 2 mandats en Côte d'Ivoire à l'élection présidentielle. C'est ce que la loi dit. Mais présentement, le président actuel, il est en train de chercher à faire un 4e mandat. Donc déjà, il y a eu un référendum en 2016. Mais il y a eu un référendum en 2016, oui, je suis d'accord. Et certains leaders de l'opposition avaient même dit que si cette constitution est adoptée, cela permettra au président Ouattara de se présenter à nouveau. Oui, ça, mais c'est bien. Ça, ce sont les leaders de l'opposition qui ont dit ça. Mais les leaders du camp au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ici sur les chaînes que cette nouvelle constitution ne permettra pas à Alassane
demande au président. Et c'est même, on dit par la suite qu'ils se sont trompés. Même, on dit par la suite, non, on ne peut pas venir, on ne peut pas être une autorité venir dire quelque chose et le lendemain venir dire le contraire. Et même, ce n'est pas nous, de l'opposition, qui avons parlé de ça, mais c'est eux-mêmes qui sont promenés sur toutes les chaînes. Ils n'ont donc pas le droit de se tromper. Donc, ils n'ont pas le droit de se tromper. Ils n'ont pas le droit, ils sont obligés, nous sommes tous soumis à la loi. La loi, c'est la loi et chacun de nous doit se soumettre à la loi. C'est pour le bonheur du peuple, c'est tout. D'accord. Rapidement, puisque vous avez évoqué la Constitution, dans votre manifeste, vous avez parlé de réforme constitutionnelle et vous avez parlé des articles sensibles tels que l'armée, la vacance de pouvoir, mais je n'ai pas vu la limitation de mandat, je n'ai pas vu la limitation de l'âge aussi. Alors, par quel mécanisme le MDC va-t-il arriver à limiter le nombre de mandats à 2, quand bien même que la Constitution change? À ce niveau-là, comme on l'a dit, c'est des réformes. C'est des réformes parce que, quelle que soit la couleur de la Constitution, le nombre de mandats se limite à 2. Voilà. Au niveau de l'âge, nous pensons que l'âge ne doit pas être un problème. L'âge ne doit pas être un problème. Mais s'il y a une possibilité de limiter l'âge, on peut le faire également. Mais pour l'instant, le problème le plus crucial, c'est la limitation des mandats. Parce qu'à l'instant où le nombre de mandats est limité, on doit tous y respecter. On ne peut pas venir dire que la Constitution a changé, donc c'est une nouvelle république, donc à nouveau, c'est pas possible. Pourtant, c'est ce qui se fait actuellement. Comment remédier à cela? C'est ce que nous avons dit, c'est ce que nous avons déjà dit, c'est ce que je viens de dire également. Il faut tout part d'une volonté politique. C'est le point clé. C'est le point clé. Tout part. Parce que tant que, quelle que soit la couleur des lois que nous allons établir, tant que les autorités en place n'ont pas cette volonté de respecter les lois, on aura toujours ces problèmes-là. On aura toujours ces problèmes. Voilà pourquoi nous devons mettre en place des institutions fortes. Voilà, c'est ce que nous pensons. Docteur, bon, je vais vous expliquer un peu l'objectif de ma question. D'accord. Puisque vous parlez de volonté politique, est-ce que les politiques vont vouloir que la loi soit contre eux? Non, mais j'en viens. Oui. Est-ce que les politiques vont vouloir interpréter les lois contre eux-mêmes? Est-ce que ce n'est pas à la justice ou bien à tout l'appareil judiciaire de s'asseoir pour bien interpréter l'article et le mettre à la disposition de tout le monde, pour que tout le monde ait une seule et unique compréhension de cet article-là, pour que si on passe d'une constitution à une autre, il n'y ait pas d'amalgame? Nous pensons que la loi ne peut pas satisfaire tout le monde et la loi ne peut pas opprimer tout le monde. Voilà, c'est des principes qui sont simples. Voilà, la loi reste la loi. Quelle que soit l'explication qu'on donnera à la loi reste la loi. Que l'homme politique ait la loi en faveur de lui ou non, la loi reste la loi. Parce qu'en réalité, les lois que nous avons mises en place, c'est des lois qui ont été étudiées et qui ont été décidées ensemble depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ces lois existent pour qu'on puisse les respecter. Parce qu'à l'instant où dans un État, il n'y a plus de respect des lois, l'État n'existe plus. L'État n'existe plus. Donc nous pensons que le problème n'est pas dû au fait que la loi n'arrive pas à satisfaire les autorités. Mais le problème est tout simplement lié à la volonté des autorités de respecter la loi ou non. C'est de là que vient le problème. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on fait savoir que, bon, on a voté une loi, un exemple simple, hein, on a voté une loi pour dire à partir d'aujourd'hui, on ne doit plus jeter les ordures dans les rues. Tu viens, tu arrives, tu dis non, que toi, tu ne peux pas respecter la loi. Tu jettes les ordures. Est-ce que la faute, c'est la loi? La faute, ce n'est pas la loi. La faute, c'est toi. Donc, vous comprenez. Est-ce que c'est à l'homme politique de te dire de ne pas jeter non, c'est un exemple pour dire que le problème n'est pas la loi. Le problème, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui doivent respecter la loi. Le problème, ce sont les hommes. Et pour respecter la loi, il faut d'abord y accepter que cette loi est au-dessus de nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la loi. Vous avez dit tout à l'heure que l'âge n'est pas un problème au cas où vous devez faire une réforme électorale et constitutionnelle. Pourtant, la première constitution de la Côte d'Ivoire limitait l'âge à 75 ans. Je me souviens bien que le président Laurent Gbagbo, même dans les années 90, face au président Houphouët-Boigny, disait qu'à partir de 75 ans, à partir d'un certain âge, on n'est plus apte
à pouvoir bien diriger. On n'a plus cette vivacité-là. Ce qui expliquait le fait que l'âge était limité. Aujourd'hui, vous dites que l'âge n'est pas un problème. Est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'à 75 ans, 80 ans, 90 ans, un homme a toujours sa vigueur de quand il avait 30 ans ou 40 ans? Non, l'homme n'aura plus sa vigueur. Il n'a plus sa vigueur, oui, alors que ça peut diriger tous les Ivoiriens. Non, ce que je suis en train de dire, lorsque j'ai évoqué le cas pour dire que l'âge, normalement, ne devait pas être un problème, je suis en train de dire que on peut accepter le facteur âge comme ne pas l'accepter. Mais en réalité, il serait plus agréable de définir. Voilà. C'est ce qu'il faut. Il serait plus agréable de définir. Et à quel âge vous pouvez, par exemple? Bon, moi, je pense qu'à la rigueur, 80, à la rigueur, parce qu'au-delà de ça, je ne trouve plus que l'homme politique est assez efficace pour faire ce qu'il faut. Ah oui. Donc, on peut envoyer à 80. Vous, Mais bon, ça... Vous, votre avis ou bien celui du MJC? Ce que je suis en train de vous dire, moi, j'ai dit que là, à ce niveau, je pense bien que ça y va de ma vision personnelle des choses. Mais voilà. le MJC n'a rien prévu à ce niveau. Bon, nous avons, quand j'ai regardé le programme de gouvernement, nous avons plutôt prévu de renforcer la loi. Voilà, la limitation des mandats. Mais nous n'avons pas parlé de limitation d'âge. Mais au niveau de limitation d'âge, je pense bien que c'est quelque chose qu'on peut y revenir à tout moment. C'est important. Et pour ce qui concerne le gouvernement, quel type de gouvernement allez-vous proposer? Et puis, est-ce qu'il y a des ministères qui seront supprimés ou fusionnés également? Les ministères qui seront supprimés? Non, à ce niveau. Ce que nous envisageons faire réellement, c'est de créer un ministère qui est totalement dédié à l'informel. Un ministère qui est totalement dédié à l'informel. Parce que généralement, en Côte d'Ivoire, l'informel regroupe 90% de l'emploi. Et parfois géré par l'artisanat. Et parfois géré par l'artisanat. Voilà pourquoi nous parlons, nous avons décidé de créer, nous allons créer un ministère totalement dédié à l'informel. L'objectif, c'est de pouvoir mieux former toutes ces personnes qui sont dans ce milieu afin de les permettre d'être plus productifs. Parce que la plus grande partie de l'économie ivoirienne est détenue par l'informel. Alors pourquoi ne pas tenir compte de ce groupe de personnes-là pour que ces personnes puissent contribuer plus efficacement à l'économie, au développement de l'économie nationale? C'est ce que nous pensons et c'est ce que nous allons faire. Gaël Akba. Pas sur ce thème. Allez-y, docteur. Alors, bon, j'ai une autre question concernant le transfert de la capitale. Bien. Voilà. Alors, à supposer qu'au soir du 25 octobre 2025, le MJC soit au pouvoir, soit aux affaires. Alors, quand compte-t-il transférer effectivement la capitale d'Abidjan à Yamoussoukro? Si je vous dis quand précisément, je ne peux pas avoir une date précise, mais dans notre... Mais au moins une fourchette. Bon, je pense bien qu'à ce niveau, ce n'est pas à moi véritablement de décider, mais dans la politique du MJC, nous parlons de décentralisation. Nous parlons de transférer la capitale à Yamoussoukro. Et ça sera effectif, ça sera fait. Parce que tout le monde le dit, hein. À chaque fois, vous allez voir dans cette période de campagne-là, tout le monde va le dire qu'on va transférer la capitale à Yamoussoukro. Mais quand? Même ceux qui sont là actuellement, ils ont dit ça, en 2010, ils ont dit ça, mais ça fait 15 ans qu'ils sont là. C'est pas encore fait. Nous, ça sera une réalité. Bien. Ça sera une réalité pour le MJC. Je ne peux pas vous donner pour dire que dès qu'on gagne, à l'instant de ça se fera faire passer, il y a une question administrative là-dessus. Il y a une question administrative. Et ça demande de mener des... Est-ce la ville de Yamoussoukro qui n'est pas prête? Ou bien ce sont les autorités qui sont pas encore prêtes? Est prête. Il y a tout ce qu'il faut pour diriger la capitale. Dernière question, quelle place pour le dialogue politique dans votre gouvernance à venir? Le dialogue politique, le MJC est un parti ouvert. Nous pensons qu'on bâtit une nation par le dialogue. Dans une nation où il n'y a pas de dialogue, dans une nation où les autorités politiques ne s'asseyent pas pour discuter sur certains sujets, c'est une nation qui est en danger. Donc pour nous, le dialogue politique a un rôle clé dans la gestion du MJC, a un rôle clé en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi récemment, la sortie de la présidente, elle a dit qu'une fois qu'elle est au pouvoir, elle va prendre un décret pour
pour permettre à tous les Ivoiriens qui sont en exil, pour libérer tous les prisonniers politiques et pour redonner le droit à tous les Ivoiriens politiques qui ont eu leurs droits arrachés pour leur donner cette possibilité-là. Donc déjà, à ce niveau-là, il y aura déjà un dialogue politique. Bien. Merci à vous, docteur Kouadia. Je rappelle que vous êtes membre de la direction des campagnes de la candidate Simone Gbagbo du MGC. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur Daouda Ouattara et Aouman Gaël Lakpa. Chers téléspectateurs, merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Ce débat sur la gouvernance aura permis de comprendre la vision de la candidate Simone Gbagbo sur la manière de gérer, d'assurer la transparence et de renforcer nos institutions. Nous poursuivons demain la série présidentielle avec un nouveau thème, le programme des candidats pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Restez avec nous, restez sur Reflet TV. Rendez-vous demain, 19h30. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.